Bienvenue dans Les Voix Authentiques, le podcast des voix qui réveillent ce qui sommeille en toi. Je suis Emmanuelle, j'aide les entrepreneurs à créer une communication qui leur ressemble vraiment. Aujourd'hui, je t'invite dans une conversation avec une femme qui accompagne les gens à faire quelque chose de très particulier, à assumer ce qui les distingue, à assumer leurs différences sans la minimiser, sans s'en excuser, mais plutôt en la faisant briller. Magali Barcelo est gestalt thérapeute, sophrologue, spécialiste du haut potentiel intellectuel et depuis plus de 30 ans, elle aide les personnes à devenir pleinement elles-mêmes. C'est précieux. Et il y a quelque chose que j'adore dans son approche. Elle parle de la vie en jause, cette vie dans laquelle on tente, dans laquelle on prend des risques et dans laquelle on avance même quand c'est inconfortable. Ça te parle ? Dans cette conversation, on va parler de ce que ça coûte d'être différent et de ce que ça rapporte quand on arrête de s'en cacher. Et en moment authentique, elle nous offrira un poème du recueil qu'elle a publié pour ses 60 ans. Et peut-être que dans cette conversation, tu vas trouver la permission d'oser être exactement ce que tu es. En tout cas, je te le souhaite. Bienvenue Magali, merci d'être présente dans Les Voix Authentiques. Je suis ravie de t'accueillir. Merci Emmanuelle, quelle jolie présentation, je te remercie. N'est-ce pas ? Alors toutes les deux, on se suit, ça fait un moment. Ouais. On se suit depuis 2020, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. On est issus de la même formation qu'on peut citer. On peut citer Martin aussi, qui est bien présent qui est bien présent dans ce podcast. Donc dans l'Académie Zéro Limite. Ouais. Tu nous as suivis il y a 3 ans sur le chemin de Compostelle. Oui, j'ai adoré. Et du coup, il y a quelques semaines, quelques mois, tu m'as contacté parce que Les Voix Authentiques est un podcast qui t'a inspiré. Mm-hmm. Et tu as voulu me rejoindre ici. Donc, je t'en remercie. Merci et j'aimerais... de m'avoir invitée. Avec plaisir. Et j'aimerais commencer, bien sûr, par ton parcours. Tu es entrepreneur depuis 30 ans. Oui. J'imagine qu'en 30 ans d'entrepreneuriat, il y a des choses qui changent, l'activité, les projets. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé pour toi ? Oui, alors dit comme ça fait un peu dinosaure tout de suite. Ah bah, quand même. Mais ça montre l'expérience et la richesse quand même que tu peux nous apporter. C'est vrai que ça fait, donc j'ai 62 ans, donc ça fait 34 ans exactement que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai décidé de me libérer du salariat, en fait, à un moment donné. Bon, c'était une opportunité, j'y étais pas très mal, mais j'ai eu... Alors, j'ai commencé, moi, dans la partie commerciale. J'ai fait une école de commerce. D'accord. Et à la sortie de ça, eh bien, je suis allée travailler dans une société qui faisait du conseil en marketing téléphonique. C'était la grande révolution à l'époque, un peu comme l'IA aujourd'hui. Mm-hmm. Et j'ai donc beaucoup appris dans cette société où j'ai eu des responsabilités. C'était super parce que c'était jamais pareil. Un coup pour l'immobilier, un coup pour l'automobile, un coup pour les assurances. Enfin, c'était très varié. Ouais. Et à un moment donné, cette société qui avait une implantation à Montpellier a décidé de partir. Et là, je me suis dit, oh non, j'aimais faire ce que je faisais. J'avais pas envie de quitter Montpellier. Moi, je suis native de Montpellier. J'ai beaucoup bougé, mais j'avais mes racines ici. Et j'ai décidé de poursuivre parce que j'avais vraiment envie de continuer à faire ça, mais de poursuivre en solo parce que je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas continuer vu que la société dans laquelle je suis ne sera plus là et qu'il fallait quelqu'un localement. J'ai décidé donc de faire le grand saut. Et je suis restée entrepreneur toute ma vie. J'ai donc créé une société, d'abord une sorte de ce qu'on appelle aujourd'hui les call centers, tu vois. Ouais. J'ai beaucoup développé la partie formation. D'accord. Je me suis déplacée dans toute la France pour former des grands groupes. J'ai eu des jolies références. J'ai formé des gens à la qualité de la relation client, la qualité de la relation commerciale. J'étais vraiment dans la qualité de la communication déjà. Et pendant cette période de 7-8 ans, eh bien, j'ai vécu, comme beaucoup de gens, des épreuves de vie qui m'ont conduit à découvrir la gestalt thérapie. La gestalt thérapie, c'est pas un vilain mot, mais à ne pas confondre avec la gestalt thérapie. Oui, c'est pas gestalt, c'est gestalt. C'est ça. Je le saurais. Donner une forme signifiante. Donc, cette gestalt thérapie, bon, certaines personnes connaissent quand on évolue un peu dans le milieu de la thérapie, c'est un courant qu'on connaît, c'est un courant récent des années 50-60. Ouais.
Et en fait, il est centré sur la qualité du contact, la qualité de la relation. Donc forcément, moi, ça m'a beaucoup parlé parce qu'il était question d'audace dans la façon de travailler avec cette méthode, si on peut considérer que c'est une Mhm. méthode. Pour moi, c'est une façon de penser la Ouais, relation. Et donc, je me suis passionnée pour cette formation. Je pensais m'en servir pour continuer à animer des formations. Et au final, eh bien, une fois que j'ai terminé ma formation, c'est il y a quelques années quand même, eh ouais, bien, j'ai décidé d'arrêter ma société et de continuer en cavalier seul, comme on dit. Je me suis installée en libéral et j'ai arrêté toute la partie sous-traitance, donc tout ce qui était call center, et je me suis consacrée à la formation et l'accompagnement. C'était d'accord. un beau programme, ça a démarré comme ça. Ok. Et à partir de là, eh bien, je me suis passionnée pour l'accompagnement, tant en formation que en thérapie. J'avais donc ces deux casquettes, public de particulier, Mhm. d'entreprise. Et puis les choses ont continué à évoluer jusqu'au jour où je passe un petit peu les détails parce que ce serait long. Ouais. J'ai découvert le sujet de la neuroatypie. Voilà, et des HPI. Et entre la gestalt thérapie, les neurosciences, du coup, Oh, euh, tu fais aussi de la sophrologie. alors, je me suis formée tout d'abord en sophrologie. Effectivement, Ouais, c'est un truc que j'ai pas lâché parce que j'ai trouvé ça très, très utile et je m'en sers parfois encore pour accompagner, des clients. d'accord. Et c'est quoi ton fil rouge finalement? Alors, mon fil rouge, c'est avant tout, je dirais, la relation. Ouais, Vraiment, je crois que j'ai quelque chose en moi qui m'a été transmis, c'est le goût des autres. Donc, j'ai toujours cette, appétence pour, avoir, des relations les meilleures possibles. mm, Donc je crois que ça a été vraiment le fil rouge, mais c'est greffé là-dessus un fil rouge que je n'avais pas forcément identifié au départ, c'est celui de la différence et plus précisément de l'audace de la différence. Ça, comment c'est une t'es venue ça, la différence et l'audace de la différence? alors, là, il y a plein de fils à prendre, tu vois? Ouais. En fait, je crois que j'ai grandi, avec la différence et dans la différence sans m'en rendre compte. D'abord parce que, j'ai eu, des parents qui, avaient beaucoup de monde autour et la maison était toujours ouverte et surtout avec des gens très différents les uns des autres et Mhm. je crois que ça m'a beaucoup apporté, mais je m'en rendais pas Ouais. compte à l'époque, Donc tu as mais grandi dans l'acceptation de la différence. ouais, Mm, c'est ça, c'est ça. Où mm, en fait, il y avait de la place pour tout le monde, quels que soient les milieux sociaux, quels que soient les âges, quels que soient les styles, il y avait vraiment des gens extrêmement différents tout autour de nous et je trouve que c'est une richesse que d'avoir grandi, dans cet espace-là. Et puis il y a autre chose que je n'ai dont j'ai pas eu conscience au départ, c'est que j'ai, connu dans ma famille des cousins germains de mon père, qui, étaient donc, tous 3 avec, un trouble mental, donc avec, des problèmes lourds, tu vois? Des mm. personnes qui sont dans la déficience mentale, Ouais. qui ont beaucoup compté pour moi parce que mon père était très attaché à ses cousins et son oncle et sa tante qui sont décédés très tôt et il s'est porté tuteur, Mhm. administratif de ses 3 enfants, qu'on a toujours appelés des enfants, mais qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Et donc les 2 derniers sont décédés assez tôt, mais le dernier, j'ai entretenu des liens plus forts avec lui et je me suis rendu compte, il y a pas si longtemps que ça, à quel point ça avait compté pour moi parce que, oui, je m'occupe aujourd'hui des profils atypiques et des hauts potentiels, TDAH, hypersensibles et cetera, mais je m'intéresse à toutes les différences. Mm. Moi, chaque personne porte une différence et je suis toujours très touchée quand, justement on arrive à communiquer et à sublimer toutes ces personnes qui sont différentes, même dans le bas de la courbe, dans l'échelle de l'intelligence, tu vois? Et je pense que ça m'a beaucoup apporté parce que, ces 3 cousins de mon père m'ont beaucoup appris Mm. et l'un d'entre eux d'ailleurs m'a appris à très, très bien jouer aux cartes, tu vois? Donc Trop bien. Jouer aux cartes, ça c'est quelque chose que tu continues à faire. un petit peu, j'aime bien les jeux de société en famille comme ça, ouais, j'aime bien, j'aime bien. En tout cas, les jeux de cartes, les jeux, ce sont des relations à l'autre. Absolument, absolument. Tu nous parles du coup, là tu viens de nous parler de maladie mentale. Sans transition aucune, je vais parler de HPI, qui n'en est pas une. Ouais, ouais, Et j'aimerais savoir, moi, comment le HPI est entré dans ta vie. ouais. Parce que dans la mienne, il est entré via ma fille. Et Est-ce oui, que dans la tienne, c'est pareil? comme dans, à peu près 97 des cas, je crois. C'est ça. Mm.
Oui, Est-ce tout que à tu peux nous fait. l'expliquer? Oui, tout à fait. En fait, j'avais, donc, je sais plus quel âge, pas tout à fait 50 ans quand le sujet est arrivé. Moi, j'ai été maman très tardivement. J'ai, Mmh. eu, une seule maternité à l'âge de 43 ans et ça a été un petit miracle donc merci la vie. Et donc ma fille, a été identifiée, à haut potentiel et c'est là que tout a commencé, en fait. Mmh. Que tout le monde disait qu'elle était, pas comme tout le monde, qu'elle regardait, d'une certaine façon, qu'elle était brillante, que ceci, que cela. Qu'elle était différente. Ah voilà, mais moi ça me paraissait Bah oui, normal ça te paraissait normal, je comprends. et donc j'ai mis du temps à recevoir le message, jusqu'au jour où elle a présenté des signes qui ont nécessité de consulter et effectivement, le bilan a été fait, elle a été identifiée à haut potentiel intellectuel. Donc là, la première conférence que je vais écouter, on entend quelqu'un qui dit: «Mais vous savez, quand un enfant est HPI, les parents ou l'un des 2 parents est forcément concerné». Donc je regarde mon mari: «C'est toi». Il me regarde: «C'est toi». Non, c'est toi. C'est drôle. Voilà, Mais oui, donc c'est toujours l'autre. c'est toujours l'autre. Donc vu mon métier, j'étais très tentée d'aller voir et j'ai eu confirmation. Moi aussi, j'étais concernée par le sujet. Et là, s'est ouvert, une porte inattendue. D'abord, ça a été pour moi un véritable, pas un choc, mais une Mmh. révolution intérieure, tu vois? Un Ouais. peu comme si tout ce travail de fond que j'avais pu faire parce que en gestalt thérapie, tu imagines bien que j'ai fait beaucoup de Mmh. travail avec moi. Il me semblait que j'arrivais pas à comprendre exactement, il y avait un truc il me manquait une pièce, quelque chose comme Mmh. mais c'était inconscient et quand j'ai découvert donc tout ça, je me suis dit: «Mais oui!» C'était comme une clé de voûte qui venait soutenir tout le travail que j'avais pu faire et qui venait donner du sens à tout mon parcours. Mmh. Alors bien sûr, d'abord, il y a un petit peu de remords, de se dire: «Oh là là, quel dommage, si j'avais su ça plus tôt» et puis ensuite, eh ben, s'ouvre autre chose et je me suis rendu compte que j'avais dans ma clientèle, en tant que gestalt thérapeute, beaucoup de profils qui ressemblaient curieusement à ça. Mais comme c'est bizarre. C'est bizarre. Là, si tu veux, j'arrivais à un moment de ma vie où, la gestalt devenait quand même quelque chose de bien installé, ça faisait déjà des années que je pratiquais. Je me suis rendu compte à quel point, la gestalt était précieuse pour accompagner ces profils-là parce qu'elle laisse suffisamment d'ouverture, elle laisse beaucoup de place à l'audace et à se faire autrement. Et moi, en tant que patiente, quand j'ai commencé à être accompagnée, bah, au départ, j'ai essayé certaines méthodes, certains thérapeutes et puis au bout de 3 séances, je comprenais toujours leurs trucs qui revenaient en boucle et ça m'agaçait parce que c'était Mmh. toujours pareil et je sentais que c'était pas pour moi. Ouais. Le jour où j'ai rencontré, une gestalt thérapeute, alors là, je dis: «Waouh!» Il y avait pas 2 séances pareilles et j'avais toujours cet effet de surprise dont ont Mmh. besoin les hauts potentiels, hein, et les profils atypiques. Peux-tu me dire exactement ce que c'est la gestalt thérapie? Parce que je suis pas sûre que tous nos auditeurs, sachent ce que c'est. Alors, la gestalt thérapie, c'est une façon d'envisager la relation, qui Oui, consiste donc à être attentif à notre façon d'être en contact. Alors, le contact OK. à soi, le contact à l'autre, le contact à l'environnement, hein, on parle d'organisme et d'environnement. Ça a été repris par de nombreuses, méthodes aujourd'hui, hein, on en entend parler partout, mais à la base, Mmh. c'est vraiment, issu de la gestalt thérapie. Elle privilégie bien sûr l'instant et surtout le ressenti. D'accord. On va, accueillir la personne dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comme beaucoup le disent encore une fois, on n'est pas qu'une tête, qu'un corps ou qu'un cœur, on est tout ça à la fois. Et on va vraiment accompagner les personnes à partir de ce qu'elles sont, mais de ce qu'elles ressentent aussi pour les aider justement à faire le lien avec tout ça, entre cœur, corps et esprit. Donc il y a une large place pour le corps qui est souvent un Mmh. signe de ce qui se passe à l'intérieur. Bien sûr. Moi, ce qui m'a plu dans cet accompagnement de la gestalt thérapie, c'est que justement, ça va te plaire, il y a une grande authenticité et on est vraiment dans cette recherche, dans cette quête de l'authenticité de la relation et de comment on peut se rejoindre l'un l'autre, justement, avec nos différences. Donc, quand j'ai découvert cet outil-là, je savais pas que j'avais ce profil atypique, mais la Mais professionnelle c'était évident pour toi, en tout cas. c'est Mmh. ça. La professionnelle qui m'avait accompagnée, qui m'a fait passer le bilan, m'a dit: «Mais vous avez en fait, sans le savoir, trouvé les outils qui vont vous convenaient bien» et la sophro identique, aussi, hein. Et à partir de là, je me suis rendu compte, ouais, que vraiment ça me plaisait cet outil-là parce que, tu n'es pas, comme dans certaines approches, tu sens qu'on va pas chercher à te mettre dans une case pour te Ouais. donner un diagnostic ou une piste. Là, on t'accueille avec ce que tu es, comme tu es et de ce fait
aucune séance ne se ressemble. C'est ce que me disent souvent les personnes que j'accompagne depuis des années. Il n'y a pas 2 séances pareilles, puis même quand tu arrives avec, «Bon, aujourd'hui, j'ai rien à dire» ou «C'est pas ça», il y a forcément une forme. Gestalt, c'est une forme signifiante. Il y a forcément une forme qui va, émerger à partir de cette façon de se connecter. Voilà. D'accord. OK. Vraiment capacité à rejoindre l'autre. Et je crois que c'est ça qui me touche dans tout ce que j'ai pu faire pour, répondre à ta question du fil rouge. Je crois que j'ai grandi dans la quête de pouvoir, nous rejoindre de par peut-être mon histoire familiale et plein d'autres choses, mais de pouvoir vraiment faire en sorte que les liens se créent, que les liens se tissent et qu'il y ait quelque chose de solide et de n'exclure personne. Voilà. Ouais, de n'exclure personne et de ne pas s'exclure soi non plus, Surtout, surtout. absolument. Mmh. Et de se reconnaître soi, bien sûr. Ça, je l'ai appris, au fil des années. Exactement. Et justement, à ce propos, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as failli ne pas oser? Alors, un moment dans ma vie où j'ai failli ne pas Où oser. tu aurais pu choisir ta sécurité et tu ne l'as pas fait? Oui, oui, je pense. Je pense que cette voie que j'ai choisie avec la Gestalt, ça a été vraiment un moment comme ça. Parce que Mmh. je sortais d'une période de vie professionnelle intense où je gagnais super bien ma Ouais. vie, j'avais plein de personnel, j'avais une belle structure, tout marchait bien. Mais il me manquait quelque chose d'essentiel. À un moment donné, je me suis dit: «Mais non», j'ai eu une prise de conscience comme ça d'un coup où, non, ma vie, ça va pas être jackpot pour faire, tu vois, gagner ma vie. Ouais, J'avais rien contre, hein, mais ça faisait pas suffisamment de sens. sens. Et je sais qu'à ce moment-là, quand j'ai basculé dans une autre forme d'entrepreneuriat, je savais aussi que ça allait transformer les choses. Alors j'ai continué à animer des formations, mais on sait bien que ce ne sont pas des métiers forcément où, on décide de gagner énormément sa vie. Donc il y a eu une bascule importante. J'aurais pu ne pas oser parce que c'était vraiment, totalement différent de tout ce que j'avais connu jusque-là. Mmh mh. J'y suis allée. Alors bon, j'ai gardé la double casquette quand même, tu vois? Ouais, bien sûr. Mais je l'ai Mais fait. tu l'as fait. Mais Tu j'aurais l'as pu fait. ne pas oser. Mmh. Et qu'est-ce qui alors tu nous as parlé du sens, Oui. tu nous as parlé d'essentiel. Est-ce que c'est vraiment ça qui t'a permis de passer à l'action et de te dire: «Je le fais» ou est-ce qu'il y avait autre chose? Heu, de sens, d'essentiel, je pense qu'il y a eu beaucoup d'intuition. Ouais. L'intuition et puis il y a eu les autres. Parce Ah. que, j'étais dans une formation dans laquelle il y avait des gens avec lesquels, j'ai tissé des liens forts et ces gens-là, bah, ils s'engageaient dans cette voie de la Gestalt et j'ai suivi parce que je sentais que j'allais pas suivre comme eux. Je savais déjà que ça serait différent, mais j'ai suivi, tu vois, avec cette envie de rester dans ce lien et avec de l'intuition, ça c'est sûr. Ouais. Mmh. Les autres parfois, peuvent être un frein au changement. Écouter beaucoup les autres, ça peut aussi nous empêcher d'avancer. Oui, Là, les autres ont été une inspiration. oui, tout à fait. Ouais, ouais, absolument. Super. Ouais et une inspiration que personne n'aurait imaginée, tu vois? Quand j'ai dit à mes proches, la voie que j'allais prendre, ils m'ont regardé comme ça, «Ouais, tu sûr?» C'était ça faisait sens et bien sûr, Bah je oui, c'est ça. aucun regret. Ça fait quand même pas mal d'années maintenant que tu accompagnes, Oui, du coup, que tu accompagnes les personnes à se transformer. oui. Qu'est-ce que ça t'apprend sur toi? Alors, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Eh bien, déjà, moi, ça m'a permis aussi de développer beaucoup, beaucoup de connaissances parce que pour mieux les accompagner, j'ai continué à me former beaucoup. Mmh mh. Et puis, ça m'a permis justement de voir, encore plus les différences. Mmh. Voir encore plus comment on peut toujours se rejoindre, même quand on croit que ça va pas être possible. Tu as des exemples concrets? Alors, des exemples concrets, oui, parfois, tu sais, alors si je parle de personnes que j'ai pu accompagner, parfois on reçoit des personnes où on sent qu'on n'est pas tout à fait en phase avec, leur façon de voir la vie, leur façon de voir les gens et pourtant, au fil du temps, au fil des séances, même s'il y a des fois où, vraiment on peut être en colère intérieurement dans leur façon de juger, dans leur façon de réagir, dans plein de choses comme ça, eh bien, au fil du temps, il y a quelque chose qui va émerger
à partir du moment où justement on va petit à petit leur montrer le chemin, ne pas les juger justement et rester ouverts sur ce qu'ils vivent, les aider à comprendre ce qu'ils vivent pour que eux-mêmes, à un moment donné, sentent qu'ils peuvent faire autrement. Tu vois, Mmh. c'est quelque chose de subtil. C'est vraiment cet accompagnement-là qui permet à un moment donné de voir vraiment différemment. Ouais, d'accord. Et ça nécessite de se sentir en sécurité et d'être accueilli, en fait. Ça, c'est le principe même du travail en thérapie. Ouais, totalement. OK. Hem, est-ce qu'il y aurait quelque chose, j'aime bien poser cette question, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu sais aujourd'hui, une vérité que tu sais aujourd'hui, que tu aurais aimé savoir au début de ton entrepreneuriat? Alors, une vérité que j'aurais aimé savoir au début de mon entrepreneuriat, je Qui pense que t'aurait aidé? ouais, ce qui m'aurait aidé, c'est de savoir qu'on peut faire face à tout. Ça fait peut-être sourire ça, hein, mais tu vois, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de vagues, beaucoup de périodes, faciles, d'autres difficiles et je pense que j'aurais été mieux équipée si j'avais su qu'on peut faire face à tout et surtout que, l'équilibre vie pro, vie perso, c'est une clé hyper importante, tu vois? Donc la foi, quelque part, puisque là, Oui, tu nous parles de foi, la et foi l'équilibre. oui, oui et le mindset, de Et le vraiment, toujours pouvoir se dire, «OK, fais-toi confiance. OK, mais c'est tu vas trouver une solution. OK, il y a toujours une solution et OK, c'est ça la vie d'entrepreneur, quoi». Ça exactement ça, la vie d'entrepreneur. m'aurait beaucoup aidé. Ouais, ouais, ouais. Comment surfer sur les vagues de l'océan qu'est la vie, en fait? Bah oui, tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Oui, complètement, complètement et j'aurais peut-être, aimé savoir qu'on aurait pu oser davantage. Mmh. Et ouais, c'est un peu comme ça que la vie en Jose est née aussi d'ailleurs. Bah, justement, tu vas nous en parler de cette vie en Jose. Comment elle est née? Parce que c'est une marque que tu as déposée, hein, la vie en Jose. C'est une marque que j'ai déposée. Alors tout ce travail autour des neuroatypies, de l'accompagnement des HPI, des hypersensibles, et cetera, m'a poussée à vraiment, ben, comprendre davantage et aider davantage et à me rendre compte à quel point ces profils-là manquent d'audace bien souvent, pas tous, hein, mais certains quand ils ont besoin d'aide. Et manquent d'audace parce qu'ils n'osent pas exprimer leurs différences et qu'ils passent leur vie à aller à contre-courant pour être comme les autres, pour, se corriger, pour être dans une vague dite normale. J'ai Mmh. horreur du mot. Mais en fait, oui, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai accompagné, que j'ai tout de suite vu. Alors, comment est née la vie en Jose? Eh bien, écoute, j'ai très, très vite compris que tout se situait autour de ça, de cet axe de oser la différence, et être dans cette audace avec la gestalt et avec tout ce que j'ai pu, Mmh. et en fait, c'est assez récent. Hem, il y a quelques années, attends, ça fait déjà 6, 7 ans maintenant, mon père est décédé et dans, ces derniers instants, ces derniers mois, il se savait, condamné, donc on a pris le Mmh. temps de se dire beaucoup de choses et un jour, il m'a dit: «Tu sais ma fille, j'ai beaucoup osé dans ma vie, j'ai eu une belle vie, je suis content de ma vie, j'ai beaucoup osé. Toi aussi, je vois bien que tu as osé déjà à ton âge, tu as déjà fait des choses, mais tu vois, si je savais ce que je sais aujourd'hui, je me dis que j'aurais pu oser beaucoup plus». Et il m'a dit: «Ben, prends ça pour acquis», enfin, il m'a transmis ce message-là. «Dis-toi que tu peux oser toujours un peu plus». C'est resté dans mon oreille, tu vois? Il y a eu quelque chose comme ça et mon père est quelqu'un qui est parti de zéro et qui a vraiment, eu, une jolie vie et qui vraiment est sorti de sa condition sociale, tu vois? Une belle inspiration pour toi. Oui, très belle, très, très Mmh. belle, oui, tout à fait. Et donc je lui dois ça et donc ça, c'est resté, tu vois, comme pourquoi il m'a dit ça? Et Ouais. avant qu'il décède, bon, je vais pas en parler là tout de suite parce que ça serait trop long, ça sera pour une autre fois si tu veux. Allez. J'ai réalisé une audace pour lui qui l'a beaucoup touché et qui a été un des moments forts de ces derniers instants. Donc Ah! j'étais fière de ça, j'ai fait quelque chose pour lui, qui m'a coûté, mais j'ai eu une audace pour lui et Est-ce que tu veux nous raconter cette audace-là? je vais essayer de faire court parce que tu sais, moi, je suis TDAH aussi, alors, Bah, je te ramènerai si tu es partie trop loin.
il était très investi dans le milieu du rugby. C'était un rugbyman, donc bénévole, hein, mais il a beaucoup œuvré dans le milieu du rugby. Et à la fin de sa carrière professionnelle, il a beaucoup écrit autour du rugby. Et nous avons un club très connu à Montpellier qui a été présidé, peut-être encore d'ailleurs, par Moed Altrad, qui est un grand homme d'affaires milliardaire. Et mon père avait une admiration pour cet homme par rapport à ce qu'il avait fait pour le rugby, lui qui n'était pas du tout rugbyman. Donc il disait, bon, lui, il sait pas ce que c'est qu'un terrain de rugby, mais par contre, le fait qu'il ait porté le club comme ça, pour lui, c'était touchant et il admirait cet homme qui était parti de rien, un homme du désert qui est devenu milliardaire. Mhm. Et tous les derniers mois, il était là avec ce regret de me dire, tu vois, le dernier livre, j'ai pas eu le retour, il m'a pas dit, je lui avais laissé à son secrétariat, je sais pas ce qu'il en a pensé. Ah, Et il rêvait d'avoir son retour et de le rencontrer. Et curieusement, j'ai vu passer une conférence, mon esprit a dû se connecter et savoir qu'il faisait partie de la conférence. Et un matin, j'ai réalisé que c'était le soir, j'ai pris le bouquin de mon père, ça s'appelait Cœur de rugby. Et c'est le dernier qu'il a écrit et dans lequel il racontait tout ça et où il parlait beaucoup de cette ascension et de Moed Altrad. Et je suis allée à la fin de la conférence, un peu comme les groupies, tu sais, qui étaient là oui, avec je les vois. et, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Et je suis avec une enveloppe et le bouquin et j'arrive, j'ai laissé passer tout le monde, tu vois? C'était pas facile pour moi et donc j'arrive à lui, ce monsieur très sûr de lui, «Bon et qu'est-ce que je peux faire pour vous?» «Et ben, rien, j'ai juste un cadeau pour vous». Donc il était décontenancé et donc Paralysie totale. il s'attendait pas à ça, tu vois? Tout le monde arrivait avec des CV, des demandes et moi je vais lui faire un cadeau. Ah! Ben, bravo. Et en quelques mots, je lui dis: «Ben, écoutez, voilà, mon père s'occupe du rugby, il vous connaît bien, il a écrit des livres sur le rugby, il est en fin de vie». Je lui explique en 2 mots la situation et il rêvait de vous remettre ce bouquin qui ne vous a pas été remis, visiblement, puisque vous n'avez pas eu de retour et donc OK. Et il ouvre tout de suite, tu vois? Il prend le temps, il me dit: «Mais oui, mais je le connais votre papa, mais bien sûr que je le connais, il a fait beaucoup de choses, oui, oui, eh ben, vous le remercierez bien» et puis tout mon courage et tout ça et j'avais glissé, un numéro, tu vois? Au cas où. Le lendemain, il m'appelle en personne. «Moed Altrad, Magali, il faut qu'on se voit». Et il commence à me tutoyer, donc moi, tu vois, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit: «Ben, écoutez, j'ai lu attentivement votre courrier et j'ai vu, non, il faut faire quelque chose de votre papa. On va l'aider, on va l'accompagner. Dites-moi où il est, quel hôpital. J'envoie des joueurs, le voir, vous allez prendre contact avec telle personne» et cetera. Et donc je vais avec une personne qui s'occupait de ce genre de situation, avec les 2 grands joueurs du moment qu'il adorait et on lui fait une surprise. On arrive dans sa chambre avec le livre dédicacé de Moed Altrad, puisque lui aussi écrit des livres, avec le club, le t-shirt Le du club, t-shirt. les signatures, et avec donc ben, plein de choses qui étaient là présentes avec ces 2 joueurs qui ont parlé pendant 1 heure avec lui. Je te dis pas les étoiles dans les yeux qu'il avait. À ce moment-là, il ne marchait plus, il pouvait plus se lever. Les joueurs lui ont dit: «Monsieur Barcelot, dans 15 jours, on a, je crois que c'était le top 14, on a Grenoble qui vient à Montpellier. Si vous êtes capable de venir, vous êtes notre invité dans les loges». Tu sauras qu'il s'est retapé et que 15 jours après, il était sorti de l'hôpital et que je l'accompagnais au match avec mon neveu. Ça m'étonne même pas, tu vois. Un mental d'acier. Et là, il a été accueilli dans les vestiaires avec nous. Il a vu Moed Altrad qui est venu parler avec lui. On est resté toute la première mi-temps sur le bord de la touche, là. Et il a emporté ce souvenir d'une façon mémorable et les derniers instants de lucidité, il m'en a reparlé. Mmh. Voilà. Toi, ça me C'est Ah bah oui, c'est une superbe histoire. Merci de nous l'avoir partagée. Et c'est justement sur ce genre d'expérience que se fonde la vie en jose. mais complètement. C'est que tu vois, il suffit de peu Bah parfois, oui, bien sûr, tellement. parce que lui, ça lui a mis des étoiles dans les yeux, il est reparti et ben bon, il s'est éteint paisiblement. Moi, j'étais heureuse de lui faire ce cadeau et je suis restée en lien avec Moed Altrad qui est un homme très sympathique et donc ben, ça a ouvert, tu vois, Bah, bien sûr. d'autres liens et c'est ça qui est Mmh. voilà, donc ben oui, l'audace, c'est ça et donc je sais plus, j'avais pas prévu de raconter ça. Écoute, Ouais. c'est ce qui arrive ici. On ne prévoit pas et c'est très bien comme ça.
Et pour terminer sur la vie en jauge, tu vois, tout est parti de là quand il m'a Ouais. dit oser plus. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais oser là? Je sais pas ce que je pourrais faire de plus, tu vois. Et une fois qu'il est parti, et bon, j'ai fait ça et je me suis encore posé cette question, qu'est-ce que je pourrais faire pour honorer ce qu'il m'a transmis? Ben, Mmh. c'est davantage. Bon, et tout ça a tourné dans ma tête et je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Je sais pas, ça tournait, ça tournait. Et puis, il y a ma mère aussi qui, elle, est partie beaucoup trop tôt. J'avais 30 ans quand elle a fait un Mmh. accident qui était brutal et ma mère, elle aussi a eu de l'audace juste avant la fin de sa vie. Elle chantait quand elle était jeune, mais elle n'osait plus chanter en public et le jour de mes 30 ans, peu avant son décès, elle a osé chanter en public et il y a une des chansons qu'elle aimait, c'était La vie en rose et qu'elle chantait. Ah! Tu comprends le lien? On comprend le lien, tout à fait. Et en fait, c'est arrivé comme un cadeau du ciel parce que le jour où j'ai fêté mes 60 ans avec tous mes amis, je suis aussi chanteuse de jazz. Oui, bon, je fais beaucoup de choses dans ma vie et et j'étais avec mes musiciens donc sur scène et on a interprété, La vie en rose La vie plutôt. en rose, mais le J a remplacé le R. Voilà, parce qu'en fait, ce jour-là, j'ai dit: «Bon, bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai 60 ans, on n'a plus le même langage. À 60 ans, on entend des choses comme, arthrose, ostéoporose, ménopause, moi, j'en ai marre de tout ça. Il y a qu'un truc que je vais garder, c'est ose». J'adore. Super. Bah, Et c'est une belle philosophie, hein. tout à fait. Et c'est là que j'ai bafouillé sans le vouloir et j'ai dit: «Ben, je vais vous chanter La vie en jose». Et donc il y a plusieurs personnes qui ont capté ça, mais j'ai entendu ce que tu as dit?» Et bah, ouais, ben, voilà, il est là mon titre, elle est là ma marque, c'est ça que je fais. J'accompagne tellement les gens à oser, bah, le nom de mon programme, ça va être La vie en jose et ça va Mmh. être le titre du livre que je suis en train d'écrire et qui prend du temps, mais j'ai déposé la marque La vie en jose. Voilà, Génial. voilà Bravo, bravo à toi. Quelle inspiration! Quelle inspiration pour parce que oser finalement, c'est aller chercher ce qu'il y a de plus profond en nous oui et ce qui est là, et surtout, ce qui est vivant c'est ça. dans l'instant, ouais. Tu vois, c'est très gestaltiste, c'est qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai pas cherché midi à 14 heures. J'ai dit ce qui était là, c'était présent, c'est qu'est-ce que j'en fais de ça? Moi, j'ai tout de suite vu un cadeau du ciel, tu vois? Mes parents n'étaient plus là, mais j'ai reçu un cadeau ce jour-là. C'était Mmh. quelque chose. Voilà et depuis, eh ben, je continue à développer, mes groupes La vie en jose avec, bah, des gens, chez qui je fais émerger l'audace de vivre, l'audace d'exister et l'audace de faire des choses dont ils rêvent. Voilà, Mmh. Et à partir du moment où ces gens osent, ils vont aussi inspirer les personnes autour d'elles, autour d'eux, en fait. absolument et il y C'est a déjà ça qui est magnifique. ouais et il y a déjà beaucoup de belles histoires qui se sont mises en route. Génial. Ouais. Alors on a parlé de différence, qu'on va en reparler tout à l'heure, on a parlé d'audace. Ouais. Ici, on est dans les voies authentiques, donc on va parler un peu d'authenticité. Tu me diras que c'est un concept qui est assez proche des deux premiers. Ouais. Euh, donc, on parle beaucoup de singularité, d'unicité. Mmh. Est-ce que toi, il y a eu un moment où tu l'as perdu, cette authenticité, où tu as perdu cette singularité dans ton parcours? Alors, c'est une bonne question. Heu, je dirais pas que je l'ai perdue, Mmh. mais j'ai dû la camoufler à certains moments. On est fort pour camoufler, hein. Et super. Et tu vois, moi j'ai les 2 cas là, donc mon TDAH compensé par, le HPI, j'ai bien su, le caméléon, je sais faire, hein. Ouais, bah ouais. Tu Ouais. peux nous expliquer ce que ça t'a coûté? Beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue. Mmh. Ça m'a coûté, bah, parfois, je dirais que j'ai pas fait de burn-out, mais j'ai fait des choses un petit peu particulières comme, à un moment de ma vie, j'ai fait, il y a combien d'années? Il y a une quinzaine d'années quand même, j'ai eu une mastoïdite figure-toi. Qu'est-ce que c'est ça? Des tout ce qui est, tout ce qui est ORL chez les profils atypiques, c'est assez fréquent, tu vois, d'avoir des D'accord, de ce côté-là, d'après ce que l'on m'a enseigné. OK. Et donc j'ai eu un problème d'oreille, alors j'avais jamais eu de problème d'oreille de ma vie qui, s'est amplifié et donc ça s'est aggravé parce qu'on m'a pas donné les médicaments qu'il fallait Mmh. et donc j'ai eu, 1 mois d'arrêt et même un peu plus, où je ne pouvais plus rester debout, j'avais la tête, j'étais plus bien du tout. Perdre l'équilibre et cetera? Un truc très grave et très douloureux, OK. mmh,
n'avait pas été vu, aurait pu vraiment s'aggraver. Je me suis retrouvée dans une animation de formation, j'ai fait un malaise, je me suis retrouvée D'accord. dans le truc. Et ça, j'ai bien eu conscience que c'était, tu vois, c'était après la naissance de ma fille. En fait, moi, je continuais à vivre comme avant ma fille, alors que, bah, il y a une petite différence quand même. Quand même. Et quand je faisais mes formations, que j'allais partout en France à me déplacer, mes clients me disaient: «Mais Magali, quand je me promenais avec mon petit ventre, vous allez faire comment après?» Bah, moi, je disais: «Bah, pareil». Ben, quoi. Non, j'avais pas tout compris et Ouais. j'avais mesuré, tu vois, l'énergie que ça demandait et donc j'ai continué sur un mode qui ne pouvait plus être le même et ça m'a coûté très cher donc de me suradapter, tu vois? Ton corps s'est rappelé à toi. Complètement, complètement, complètement. Et c'est souvent comme ça que ça se passe, hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, j'ai ce souvenir-là, si tu veux, d'un moment qui a été, assez délicat, mais qui m'a beaucoup enseigné sur, jusqu'où tu peux aller, tu vois? Mmh. Je dirais que, je me suis souvent, gérée pour, ne pas aller dans la zone rouge. Mmh. Ici, j'ai toujours, je l'ai frôlé plusieurs fois. Ouais. J'ai réussi à pas tomber dedans, pas trop. J'ai fait une période de dépression dans ma vie, mais bon, il y avait eu des événements aussi qui avaient encouragé ça. Heu, voilà, pour répondre à ta Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu sais que tu es alignée, en fait, au quotidien? eh bien, je pense que, tout a du sens dans ce que je fais, tout est en cohérence. La cohérence. Ouais. Pour moi, tout est en cohérence dans tout ce que je fais. Je suis moi dans tous les aspects et je n'ai pas à me cacher. Mmh. J'ai vécu des années, tu vois, avant de connaître ma neuroatypie, j'ai vécu des années où j'avais du mal entre mes casquettes. Mmh Heu, mh. exemple, j'étais formatrice en entreprise, j'allais dans les plus grands groupes en France, tu vois? Je bossais chez Renault, je bossais chez Dell Computer, je bossais chez Groupama, j'allais dans des grosses enseignes comme ça. Donc Mmh. à cette époque-là, dire que tu étais thérapeute, c'était Ouais. bien vu, tu vois? Aujourd'hui, c'est plus clair là-dessus. Mais donc en fait, j'avais l'impression d'avoir 2 casquettes et d'avoir une double personnalité et quand je me retrouvais dans mon cabinet, certains jours de la semaine avec des personnes que j'accompagnais en thérapie, j'avais l'impression d'être un imposteur quoi, ou une impostrice, hein, on dit comme ça, je sais même plus si on le dit comme Ouais, ça. ouais, on a compris. Voilà. En fait, il y avait quelque chose de cet ordre-là, tu vois? De toujours devoir avoir, une autre casquette. Bah, d'avoir un peu le cul entre 2 chaises, finalement. Ça, c'est ça. Et même, tu vois, quand j'ai commencé il y a plus de 20 ans, je sais plus, à me lancer dans la chanson, je fais pas les des zéniths, hein, mais mais comme je dis, je le fais sérieusement sans nous prendre au sérieux, avec un groupe de Génial. musiciens. On a un groupe depuis des années, on se produit, on fait des concerts et un groupe de jazz et quand j'ai commencé dans cette voie-là, il y avait quelque chose de moi qui me disait: «Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es chef d'entreprise là, tu fais ça et puis d'un côté tu vas te produire sur scène». Tu vois? Il y avait un truc, Mmh. si je n'assumais pas toutes mes Mmh. différences, mes facettes et je ne les assumais pas à ce moment-là. En tout cas, j'y allais, mais je ne pouvais pas les réunir. Tu vois? Il y avait quelque Ouais, chose. ouais. Alors qu'aujourd'hui, mon Dieu, mais c'est loin tout ça. Je peux dire ici, que, oui, que je chante, que je danse plus beaucoup, mais en tout cas, j'ai fait ça. Je peux dire que j'écris, je peux dire que j'anime, je peux dire que je fais de la formation, je peux dire que je fais de la thérapie, je peux dire que je fais tout ça, quoi. Je suis tout ça et Et c'est un excuse-moi, je t'ai coupé, mais ma question, c'est qu'est-ce que ça a changé, du coup? Qu'est-ce qui t'a permis de passer à aujourd'hui, j'accueille et je vis pleinement toutes mes facettes, alors que hier, c'était pas le cas? eh bien, c'est, le travail sur moi. Bah oui. Priorité, bien sûr, parce que même si j'avais fait déjà beaucoup de travail sur moi en thérapie, je crois qu'il y a eu un autre accélérateur, c'est l'acceptation de ma neuroatypie. Mmh. C'est ça qui a fait tous les liens, en fait, où je me suis rendu compte que toute cette différence que je portais depuis toujours, elle avait un sens énorme et que c'était un cadeau, que c'était une pépite et que, au contraire, on a tous intérêt à montrer nos différences et puis neuroatypiques ou pas neuroatypiques, hein, parce que Ah moi mais je on est bien d'accord. tout individu a quelque chose à donner. C'est ce que je disais au début de notre entretien quand je parlais des cousins de mon père, tu vois? C'est pour moi, toute personne a quelque chose à donner, à partir du moment où on veut bien se connecter à l'autre, à partir du moment où on veut bien voir sa richesse, bah, il y a quelque chose qui se passe, tu vois? Comme nous, quand on s'est rencontrés un peu plus il y a quelque temps, il y a
choses, il y a des étoiles, il y a des Ça choses c'est qui sûr. connectent Mmh. parce que ben, l'autre apporte de la richesse. Et ce que je dis très souvent, c'est que si j'ai un rêve, c'est celui d'imaginer qu'un jour on pourrait dire que la principale richesse dans ce monde, c'est la différence et non pas l'argent. Tu vois? Oui, c'est peut-être encore utopique, mais je crois On on y y va, on y doucement. ouais. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de belles initiatives dans ce sens, de plus en plus, et ça me réjouit. Et ça me réjouit aussi. Mmh. Et je pense qu'en effet, c'est avec nos petites parts de colibri, Mmh. tous autant qu'on est, qu'on pourra y arriver, en tout cas. Complètement. Et Com donc, tu fais totalement la tienne, en tout cas. Absolument. C'est ça, c'est ce que je me dis. Je fais ma part de colibri comme je peux. J'essaye de le développer le plus possible, de le faire savoir et d'aider toutes ces personnes à faire émerger ce qui est le plus beau en elles, plutôt que de se dire bah non, je suis différent, ça va pas quoi, tu vois. Moi, j'en suis venue à leur dire, mais ne soyez pas moins atypiques pour être plus heureux. Hmm. Ne soyez pas moins atypique pour être plus heureux. Est-ce que c'est soyez juste ce que vous êtes et atypique si vous l'êtes pour Mais bien être heureux, en fait? sûr, bien sûr. Parce que beaucoup de gens, tu vois, se disent que s'ils se mettent dans le flow et qu'ils correspondent à ce que les autres attendent d'eux ou ce qu'ils voient des autres, ils vont être plus heureux. Ben non, c'est en étant encore plus atypique, en assumant notre atypique, qu'on peut l'offrir au monde et qu'on peut faire réagir les autres. Et combien de fois tu vois des personnes qui réagissent parce que toi tu vois pas les choses de la même façon. Si tu restes dans ah ben oui je vais pas le dire parce que comme ça il Mmh. va m'aimer et je reste dans son discours, ben il se passera rien. Si tu Mmh. dis bah c'est curieux ce que tu dis mais moi je pense autrement, on peut en parler? Et ben là il va se passer quelque chose. Forcément. Et c'est là que, toutes les grandes choses dans ce monde peuvent, émerger et ont émergé, hein. Exactement. Sinon, rien n'aurait pu se faire de toutes les grandes richesses qui ont pu, Ouais, naître, heu, de tous les temps. tout à fait. Et dans les voix authentiques, je propose, en général de choisir parmi des thèmes. Toi, tu as choisi le thème exprimer et rayonner par la différence et c'est exactement ce que tu viens de dire, Ouais, puisque, en fait, la différence, c'est le meilleur chemin pour exprimer et rayonner. ouais, tout à fait. Et pourquoi est-ce qu'on a été éduqué à faire le contraire? Pourquoi est-ce qu'on a été éduqué à faire le contraire? Bah, il y a la discipline, il y a une norme qui fait qu'on se protège. Je sais pas, j'ai pas forcément la réponse à ta question. Mmh. Mais je pense que c'est une question d'individu aussi. Il y a des Mmh. personnes qui, de tout temps, ont osé aller à contre-courant et il y a celles qui se disent: «Non, non, non, on se protège, on fait pas de vagues». Il y a l'histoire aussi d'être accepté, de rentrer dans un clan, de faire comme, tu vois? Si je rentre dans un clan et que je fais comme, eh ben, peut-être je vais être acceptée, peut-être je vais être aimée. Si je fais pas comme, je vais être rejetée. Et chez Mmh. les flics notamment, il y a cette grande peur du rejet, cette grande peur de l'abandon. Et cette peur de l'abandon, elle nous amène à faire n'importe quoi bien souvent, tu vois? Oui. Dans mes groupes, j'ai des personnes qui amènent le sujet de, la manipulation. Pourquoi des personnes atypiques sont souvent plus manipulables que d'autres? Parce qu'elles sont dans cette attente d'amour, dans cette attente de reconnaissance, dans ce besoin d'être aimées, heu Mmh. qu'en fait, elles en oublient, ce dont elles sont, capables et surtout ce dont elles ont besoin et elles se laissent aller à des relations toxiques. Heu, Oui. donc c'est un petit peu ça qui fait que, bah, on apprend ça et puis il y a aussi peut-être un autre phénomène, moi je l'ai vécu étant petite, hem, quand tu es trop différent, tu déranges. Exactement. Parce que tu as des compétences qui peut-être peuvent, gêner des personnes qui voudraient se mettre en avant et toi, malgré toi, bah, tu avances et tu montres que tu es capable d'eux et puis, bah, tu prends des coups de bâton et des coups, aussi, des vrais. Donc ça laisse des traces. Ça laisse des traces et il y a un moment où tu dis: «Ouh là, pour, ne pas me faire, taper dessus, pour, ne pas me faire embarquer et ben, j'ai intérêt à me protéger donc je vais pas être trop forte parce que sinon on va me taper dessus». On Mmh.
On a fait ça à un moment donné, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il fallait, intervenir. Heu, elle en venait à faire à avoir des mauvais résultats pour pouvoir être copine avec certaines personnes de C'est sa classe. fou, hein? Elle en voulait, ouais, Donc en fait, elle se décentrait et elle se taisait elle-même pour pouvoir être acceptée par l'autre. elle s'empêchait de faire bien Ouais, pour ne c'est ça, pas être rejetée, ouais. Mais je pense que c'est une problématique que beaucoup de personnes parmi nous rencontrent, hein. complètement. Moi, j'ai connu ça aussi entre le primaire et le collège. Et donc, on entend souvent: «Fais comme tout le monde pour être accepté» C'est et en ça, même temps, «Sois toi-même pour te démarquer». c'est ça. Comment qu'on fait? Comment on démêle ça, en fait? Sois toi-même pour te démarquer. Et ben, en fait, comment on démêle ça? C'est tout un travail, c'est tout le Ah ouais? principe de mes accompagnements, tu vois? C'est déjà savoir qui l'on est au travers déjà de son Mmh. profil cognitif, ça peut être intéressant, quel qu'il soit, hein. Mmh mh. Savoir comment on fonctionne et ce dont on a besoin, pour ensuite pouvoir se dire: «Bon, c'est quoi mes talents? C'est quoi mes passions? C'est quoi ce avec quoi je suis plus à l'aise? C'est quoi qui est facile pour moi et que je mets de côté?» Parce que bien souvent, ce qui est facile, on considère que ça n'a pas de valeur. Oui, c'est vrai. Le principe du syndrome de l'imposteur aussi, parce qu'on se dit: «Bah, attends, c'est tellement facile pour moi, Tout le je monde peut le faire. vraiment, tout le monde peut le faire, quoi. C'est j'ai pas fait d'effort, donc ça ne mérite pas d'être mis en avant». Mmh. Donc justement, c'est là tout le travail de pouvoir se dire: «OK, tu sais faire ça, c'est pas parce que ça t'est facile que ça n'a pas de valeur, bien au contraire». Et voir que, ben, pour d'autres, ça a une énorme valeur. Mmh. Donc, saisis tes talents et c'est pour ça que je dis bien souvent, il suffit de regarder et de se dire: «Mais attends, c'est là, ce que tu sais faire, c'est là. Pourquoi tu le fais pas?» C'est ça et souvent, on va chercher midi à 14h, on rentre dans des trucs hyper alambiqués, alors qu'on a tout là, si on veut bien le regarder, si on veut bien l'explorer. Et parfois, il faut du temps pour le trouver, ce «c'est là», tu vois? C'est Mmh. exactement ça que j'accompagne notamment dans le programme La vie en jauge, cette, capacité à voir, ce qui vraiment nous colle à la peau pour atteindre cette cohérence dont tu parlais. Tu vois, moi, j'ai mis du temps, hein, pour, arriver à vraiment réunir, le tout et à me sentir dans cette cohérence. Mmh. Mais ça se fait petit à petit et en acceptant que oui, on nous a dit, «Fais comme ci, fais comme ça», mais on peut nous dire aussi: «Fais pas comme ci, fais pas comme ça» pour voir ce que ça fait. Mmh mh. Expérimente. Et tu vois, ça, c'est le propre de la gestalt. Tu me demandais de t'expliquer tout à l'heure. Ouais. Moi, la gestalt, l'une des pratiques essentielles dans la gestalt, c'est l'expérimentation. Ah On bah, on passe, tu vois, par, l'expérimentation pour ressentir justement et se dire: «OK, ah, c'est ça, d'accord, ben, là, j'intègre, là, je comprends». est-ce que l'expérimentation, ça serait pas le meilleur moyen d'apprendre? Mais bien sûr que si. En tout cas, Hein? pour parler. Mmh. Pas le seul, mais je pense que quand ça s'intègre dans le corps et dans le cœur, bah, c'est peut-être plus efficace. En tout cas, c'est comme ça qu'on a appris à marcher et qu'on a appris à parler, Oui, tout à fait. quoi qu'il en soit. Et justement, tu vois, c'est bien que tu me poses cette question parce que chez les atypiques, c'est souvent ça qui pêche, le Ouais. rapport au corps. On a tellement de capacités à brrr, ah là, ça y va, hein. Ouais, ça y va bien, ouais, on est bien perchés. Voilà. Et bien souvent, on oublie qu'on a un corps et pourtant le cerveau, il fait partie du corps, hein, ça c'est clair. Mmh. Donc c'est souvent là qu'il faut aller, c'est souvent là qu'on les ramène. C'est pour ça que, le la gestalt a ce pouvoir de toujours ramener sur le ressenti. Mmh. Mais qu'on soit atypique ou pas d'ailleurs, Qu'on soit atypique ou pas, bien sûr. Tout parce à que je crois qu'on vit dans une société et dans une période où, quoi qu'il en soit, on est complètement déconnecté de notre corps. absolument, tu as raison de le souligner parce qu'avec les nouvelles technologies notamment, c'est quelque Mmh. chose qui s'accentue. Mais oui, ça n'est pas propre, ça n'est pas réservé aux neuroatypiques, mais chez eux, c'est encore plus amplifié. Mmh. Mmh. D'accord, Vas-y. C'est amplifié, hein. c'est Voilà. amplifié, c'est amplifié. Ouais. Hem, si tu avais un conseil concret, quelque chose à dire à quelqu'un qui s'éteint en ce moment ou qui cache sa singularité pour ne pas déranger, qu'est-ce que tu lui dirais? Et ça va peut-être être lié à ce qu'on vient de dire, hein. Ouais. Eh bien, je lui dirais de ne pas rester seul, déjà, Mmh. tu vois? De se Ouais. connecter à l'autre
quel qu'il soit. Pour moi, c'est la clé numéro un, la Mmh. connexion à l'autre. Déjà, la connexion à soi avec la respiration, mais quand tu es vraiment mal comme ça, parfois ça suffit pas Et oui. et le vivre avec l'autre, ça, c'est une belle expérimentation. Vivre sa respiration en face de l'autre, rien que ça, tu vois? Ça peut être une belle connexion, Mmh heu, mh. contact de l'autre, le regard de l'autre, savoir que l'autre est là, ça va déjà provoquer une transformation. Donc je commencerai par lui dire ça et de cette connexion pourrait naître toute autre chose parce qu'à partir de là, tout est possible. Ouais. Cette conviction que on ne peut pas vivre seul Ah bah, ça, c'est sûr. et que, on ne peut exprimer et développer tout ce que l'on a au fond de soi, qu'avec un autre. Mmh. L'un de mes je dirais pas mentors, mais de mes formateurs et qui est une pointure en termes de gestalt thérapie aujourd'hui encore, ici, il s'appelle Jean-Marie Robine. Il y a de nombreuses années, il a écrit un livre qui s'appelle «S'apparaître à l'occasion d'un autre». OK. S'apparaître à l'occasion d'un autre. Voilà. Donc déjà tu as le titre, tu vois? Ouais. Rien que dans le titre, tu comprends, quoi. Mmh mh. Apparaître à l'occasion d'un autre, pour moi, c'est une belle définition de la gestalt Mmh. et Merci Magali. de l'être à soi. Mmh mh. Alors, tu nous as expliqué que tu avais beaucoup de cordes à ton arc et nous arrivons au moment authentique. Oui, Et pour ce moment authentique, et je t'en remercie, tu vas nous lire un de tes poèmes et tu vas nous expliquer, tu vas nous expliquer, pourquoi tu veux lire ce poème-là et son histoire. ouais. Alors encore une belle histoire, j'adore les histoires, moi. Bah, on adore aussi les histoires, hein. Ça tombe bien. Alors en fait, quand j'étais ado, j'ai commencé par écrire, parce qu'une prof de français dans classe de 5e nous avait demandé d'écrire un poème. J'y avais mis tout mon cœur, tout mon corps et mon cœur, tu vois? J'hésitais entre les 2. Et vraiment j'étais persuadée d'avoir une bonne note. J'avais vraiment fait, elle nous demandait peut-être de faire des rimes, je sais pas, j'avais essayé, tu vois, de faire de mon mieux pour faire cet exercice. Elle nous apprenait à écrire de la poésie et j'ai eu un 0 pointé et Un là, 0 mon pointé. monde s'est effondré. Oui, Le j'imagine. rare 0 que j'ai eu dans ma vie, tu vois? Et vraiment elle a été très, bah, pas bienveillante, on va dire, quand elle m'a présenté ça et comme si j'avais rien écouté, comme si j'avais rien compris alors qu'en fait non, vraiment, c'était pas de mon fait, puis c'est tellement subjectif de donner une note à une poésie, tu vois? Et là, ça a été terrible pour moi. Ça a été vraiment le début de la dévalorisation, tu vois? Mauvaise estime de moi et Mmh cetera, mh. bonne élève. L'année d'après, j'arrive en 4e et j'ai une prof de français adorable, je pense un peu comme moi en termes de profil et qui, m'a soutenue dans mes écrits quand on a repris ça. Moi, j'avais du mal à y aller. Puis quand j'ai osé m'y remettre, alors elle était notre prof de musique, prof de elle nous faisait faire des scènes de théâtre, elle était notre prof de français et prof d'espagnol. Ah oui, multitâche. D'une créativité, tu imagines comment ça connectait avec Ouais. moi. Elle était formidable, je l'aimais beaucoup et j'avais des très bons résultats, ça se passait bien et c'est elle qui m'a redonné le goût de l'écriture après cette mauvaise expérience. À D'accord. partir de là, j'ai ouvert un cahier et j'ai commencé à écrire. Tu as écrit. Pareil, mais j'écrivais comme je pensais. En 5 minutes, je faisais un poème et ça m'a accompagnée jusqu'aux années du bac et moi qui ai passé 5 ans au lycée, faut le dire, hein, ça a été une vraie catastrophe, comme beaucoup, je pense, mais en tout cas, voilà. Et bien, j'ai écrit beaucoup et j'ai gardé tout ça dans des sacs et des dossiers, très longtemps et il y en a certains qui émergeaient, mais j'avais gardé tout ça et je pense que c'était une façon pour moi de faire ressortir toutes mes angoisses. Tu vois, cette neuroatypie que je connaissais pas, elle s'exerçait là, notamment, un petit peu dans la musique et la danse, mais surtout là. Et j'écrivais, j'avais une capacité à écrire incroyable. Et puis, les années ont passé, j'écris encore quelques fois, mais pas souvent, pour un événement ou autre. Et puis depuis quelques années, j'écris aussi, je prends des standards de jazz et je les réécris Mmh. en français, OK. à ça. Et quand j'ai eu 60 ans, il y a 2 ans, je me suis dit j'ai retrouvé ces poèmes et je me suis dit: «Mais attends, c'est quand même bête de garder tout ça, tu en as plein». Je les ai relus et je me suis dit: «Mais finalement, tu vois, jamais j'aurais osé les publier. Et ben, je vais en faire un recueil pour mes 60 ans. Je vais faire 60 ans, 60 poèmes». Et j'ai donc sélectionné, tous mes poèmes d'adolescence et puis une partie, les derniers jusqu'à aujourd'hui qui sont bien sûr plus matures.
Et tout ça en écrivant en remerciement, tous mes remerciements à cette prof, Mmh. De madame, 4e. voilà, Noël Ditz, qui, vraiment m'a donné ce déclic. Et je me suis dit: «Non, c'est pas possible, il faudrait que je la retrouve», parce que quelques années plus tôt, quand j'étais enceinte de ma fille, je l'avais recroisée. Elle chantait dans une chorale et j'étais heureuse de la revoir. On s'était connectés, puis on s'est reperdus de vue. Et je me suis dit: «Non, il faut absolument que je voie. Elle est peut-être, j'espère qu'elle est toujours en vie, j'espère qu'elle est toujours là». Et le miracle a eu lieu par des personnes, je l'ai retrouvée, je l'ai contactée, elle était tellement contente. Mmh. On était ensemble et je lui offre mon recueil de poèmes avec, cette dédicace et tout ça. Ça a été pour elle une émotion énorme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de là, elle s'est remise à écrire à 80 ans Mmh. d'aujourd'hui. Et elle m'a dit, «Bah, Magali, en fait, ce que je t'ai donné, c'était en 79 ou je sais plus quelle année, eh bien, tu me l'as rendu aujourd'hui parce que j'avais bloqué cette partie-là de moi et le fait de lire tout ce que tu as fait et de voir ça, ça m'a touchée, je me suis remise à écrire». Et j'ai fait une conférence pour présenter mon recueil il y a quelques mois. Elle est venue là encore et ce jour-là, elle m'a offert en public son recueil de poèmes. Waouh! Donc c'est une super histoire, tu vois? Merci de nous partager encore une fois cette histoire super inspirante, mais j'adore. Ouais, ouais, Comme quoi on est tous liés c'est et ça. on peut se faire tellement de bien et c'est ça en fait. Ouais, c'est L'être ça, humain, il est fait pour ça. absolument. C'est ça. Et du coup, elle s'est connectée à plein de choses avec des gens autour d'elle pour parler de poésie. Elle se remet à écrire et elle est contente quand on déjeune ensemble de temps en temps. Et justement, si j'ai pensé à ça, c'est parce que authenticité oblige. Aujourd'hui, j'ai déjeuné avec elle, donc tout à l'heure. Et j'ai passé un super moment. Et elle est revenue avec mon recueil, encore une fois, en me disant: «Magali, il faut que je te dise quelque chose». Ah! Alors elle a regardé certains de mes poèmes, elle me dit: «Tu sais, je les lis, je les relis souvent et là, tu vois, je me rappelle cette période-là, c'était ça. Mais là, il faut que je te parle d'un truc», et je sentais qu'elle osait pas trop me dire: «Tu vois, il y en a un quand même, j'ai trouvé que tu avais sacrément osé, hein, publier ça». Je lui dis: «De quoi tu parles?» Il y a un des poèmes, j'avais 34 ans quand je l'ai écrit, qui parle d'une nuit d'amour. Mmh. Et je me suis pas posé la question de me dire: «Oh, je le dis pas». Je me suis dit: «Bah oui, j'ai eu une vie, hein, Bien donc sûr, comme tout le monde. partager ça aussi». Pour moi, c'était un bel écrit qui Mmh gravait mh. des choses. Et en fait, elle me l'a lu et elle m'a dit: «Tu vois, là, tu dis ça comme ça». Elle me dit: «Ah, jamais j'aurais osé». Et elle me dit: «Tu vois, j'ai mon petit carnet à moi avec», et elle m'a fait lire quelque chose d'assez intime, mais elle m'a dit: «Tu vois ça, je pourrais jamais le publier. Toi, tu as osé et je te remercie parce que il est vraiment très beau et ça m'a touchée de voir que tu avais cette capacité-là à te montrer». Et donc comme je venais vers toi, tu vois, je me suis dit tout à l'heure: «Mais elle me fait un cadeau la Noël en fait, c'est ça que je vais proposer à à Emmanuel». Je vais lui proposer de lire ce poème qui est effectivement une audace, audace de se montrer, audace de dire, ça n'a rien de déplacé, hein, mais Non. une part de ma vie, oui, une belle nuit d'amour que j'ai mis en poésie. Et je trouve que, tiens, le moment authentique, ça peut être ça aussi, et pour, tes auditeurs, ça va être, peut-être un petit cadeau. Ouais. Le moment le plus important de ta vie, et je le pose à chacune des personnes qui nous écoutent. C'est quoi le moment le plus important de ta vie, Emmanuel? Le moment le plus important de ma vie? Bah, attends, je pensais pas que tu allais me poser cette question-là, c'est moi qui pose des questions ici. Mmh, bah, j'en ai plein. Comment voudrais-tu que je choisisse? Je dirais que c'est ma naissance en fait, Mmh, finalement. ouais, ouais, Je m'en OK. souviens pas, mais il y a eu un forceps dans l'histoire, Ouais, ouais, mais je crois que c'est ce moment-là. ouais. Alors tu vois, très souvent quand on parle de ce moment le plus important de notre vie, bah, effectivement, on va chercher un souvenir. Ouais. Alors qu'en fait, pour moi, Mmh. le moment le plus important de ma vie est toujours le même, c'est ici et maintenant. Ouais, mais tellement, tellement. Mmh. Parce que c'est pas demain que je pourrais faire des choses. Mmh. C'est pas avant, c'est passé, c'est trop tard. Le seul moment où je suis maître de ma vie, où il peut se passer quelque chose, c'est ici et Maintenant. maintenant. C'est ici que je construis, c'est ici que je ressens, c'est ici que je pense, c'est ici que je vis, c'est ici que je respire. Ce qui ne m'empêche pas de faire des projets, ce qui ne m'empêche pas de tenir compte de mon passé. Mais quand je parle du passé, je vais en parler en me disant: «Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui quand j'y pense là, ici, maintenant?»
Et quand je vais faire des projets, c'est toujours avec qu'est-ce que je peux faire là pour aller vers là, mais ici et maintenant. Et c'est comme ça que tout à l'heure, je me suis dit: «Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant?» Je viens de voir Noël, elle m'a dit ça, je vais voir Emmanuel. Ici et maintenant, c'est ça que je vais proposer. Et c'est une belle clé que tu viens de nous livrer là. Mmh. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec On est plaisir. donc tout oui. OK. Et en même temps, tu vois, pour clôturer, j'ai envie de dire que, ce moment-là que je vais vous livrer, c'est une façon de fixer l'instant. Parce Mmh. que cet instant-là que j'ai vécu il y a des années, j'avais 34 ans, donc vous faites les comptes, c'est un instant qui reste gravé avec une poésie. Et pour Mmh. moi, la poésie, c'est un moyen de rendre le monde plus beau. Bien sûr. Voilà, il y a une chanson de Francis Cabrel que je vous recommande, elle est très belle, je sais plus comment ça s'appelle, Les bougies, où, il parle de toutes les façons dont on peut, décrire une scène avec poésie et ce que fait la poésie pour adoucir la vie, et je crois qu'on en a bien besoin. Tout à fait. Alors donc mon poème, il est issu de ce recueil, Bien. une Pour les personnes qui nous écoutent en nous regardant, vous voyez le recueil de Magali. il y a des petites marques sur celui-là, Une vie toute en poésie, 60 ans, 60 poèmes. Bon, On le voilà, hein. trouve on le trouve où ce recueil? On peut le trouver, Il est sur Amazon parce que j'ai pas trouvé d'autres solutions, j'étais pas trop en Mmh. face, j'ai pas trouvé d'autres solutions pour l'instant, il est sur Amazon depuis que je Très l'ai bien, publié. super. Voilà, donc et il y a 60 poèmes avec des poèmes d'adolescence, mais traitant de tout thème, et puis des plus actuels, avec Mmh. d'autres créations. Et donc ce poème dont je vous parle, c'est Matin de rêve et nuit d'amour. Allez, c'est la première fois que je le lis comme ça en public, hein. On est honorés. Ouais, j'ai écrit ça en novembre 97. Mmh. Petit, hein. Il existe parfois des matins enchanteurs où l'on se sent bercé par la douceur d'un rêve. Dans la chaleur des draps, on peut sentir son cœur rayonnant, enflammé, comme un jour qui se lève. C'est ainsi qu'aujourd'hui je me suis réveillée, avec le sentiment d'un rêve merveilleux. Pendant toute une nuit, j'ai pu te caresser, savourant chaque instant comme un joyau précieux. Mon corps est imprégné de tes yeux, de tes mains, de tes belles caresses rythmées par la musique, de ta peau si dorée que je sentais si bien, sans que jamais ne cesse cette nuit si magique. Si j'ai pu découvrir le pays de ton corps, c'est avec un plaisir jamais connu encore. J'ai pu sentir frémir l'essence de mon âme, emplie de ton sourire, je me suis sentie femme. C'était si doux, si beau, c'était si fort que même, les heures s'écoulant, éprouvant tant de joie, je t'ai dit ces deux mots que l'on dit quand on aime, qui depuis si longtemps n'étaient sortis de moi. Exquise volupté dans cette nuit si belle, moment d'éternité dont mon cœur se rappelle, le temps s'est arrêté jusqu'au lever du jour, et j'ai appris ce qu'est une vraie nuit d'amour. Et ainsi chaque instant de notre belle histoire, ta présence, ta voix, la douceur de tes mains, sont inscrites à présent au fond de ma mémoire et m'inspirent, tu vois, quelques alexandrins. Il existe parfois des matins enchanteurs. J'ai cru avoir rêvé, ce n'était pas un rêve. Tu étais contre moi et j'ai senti mon cœur rayonnant, enflammé, comme un jour qui se lève. Merci. Merci. Merci à toi et merci à Noël. Oui, je lui dirai. Et on lui dit bonjour ici et on peut lui dédicacer du coup ce podcast. Complètement, je lui ferai écouter. Parce Ah, que sans Noël, tu n'aurais peut-être pas repris le goût de l'écriture. Tu, aussi, tu en serais peut-être resté justement à ta prof de 5e. absolument. Ah, Et c'est bien le problème que beaucoup d'entre nous connaissent, c'est qu'ils restent coincés à un jugement, à une note, et que ça les empêche complètement, de s'épanouir. complètement. C'est ça. Donc, Ouais. Et merci. elle était vraiment heureuse de savoir qu'elle avait pu générer
cette créativité-là et ce vécu-là. Et elle a d'ailleurs écrit en réponse à l'un de mes poèmes qui s'appelle Le stylo, un truc que j'ai fait simplement à l'époque où j'ai écrit, où elle m'a Mmh. donné cette impulsion. Dès qu'elle a commencé à écrire, elle a écrit le jeune stylo et la vieille plume en parlant d'elle, et elle en a fait un poème, donc c'est de là que tout est reparti pour elle. Donc je trouve ça vraiment très joli. Donc oui, on peut le dédicacer à Noël. Avec plaisir. Un grand merci Magali. Un grand merci à toi, Emmanuel. C'est un beau moment et j'ai eu plaisir à faire cet échange avec toi. J'avais pas imaginé raconter tout ça. Oh bah écoute, de toute façon, ce qui est génial, c'est ce qui émerge Ouais. dans l'instant présent. Et moi, ce que je retiens de cette conversation vraiment, c'est que s'autoriser soi, c'est aussi inspirer l'autre à faire de même. Et merci pour ton témoignage. Merci beaucoup. Merci pour ton témoignage et pour aussi cette manière que tu as d'aider les gens à se voir autrement Oui. et pour toute la valeur que tu nous as partagée. Et ne pas explorer sa singularité, je dis souvent que c'est non-assistance à personne en Merci. danger. Donc, allez-y, explorez votre singularité et offrez-la d'abord à vous et puis au monde. Mmh. Merci. Merci à toi, Emmanuel, et puis bonne suite pour ces belles initiatives que tu prends. Bravo. Et bonne suite à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi à Rodrigue le Pirate et Claire Thomas qui m'aident dans ce projet-là, qui me soutiennent et c'est vraiment très précieux. Si tu souhaites passer dans les voies authentiques et rejoindre notre communauté, n'hésite pas à me contacter. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et à toi qui écoutes, peut-être que la seule chose à faire maintenant, et ça je le tiens de Magali tout à l'heure, qu'est-ce que tu ferais sérieusement sans te prendre au sérieux? J'ai adoré cette phrase, je la redis ici. Qu'est-ce que tu ferais sérieusement aujourd'hui sans te prendre au sérieux? Exactement. À tout bientôt dans Les Voix Authentiques, le podcast des voix qui réveille ce qui sommeille en toi.